du président, un ovni pas vraiment sur la forme mais sur le contenu des réponses que le président offre aux auteurs. C'est une mine d'infos mais aussi potentiellement un champ de mine pour le président tant il semble parler sans filtre. On va en débattre avec nos invités. Gérard Davet, bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde et co-auteur de cet ouvrage avec Fabrice Lhomme. Un président ne devrait pas dire ça. Ça paraît demain chez Stock, les secrets d'un quinquennat. Carole Barjon, bonsoir, de l'Obs, co-auteur de ces entretiens, apparaît d'ailleurs demain dans l'Obs aussi. On va voir la une de l'Obs de demain où le chef de l'État se dit prêt à défendre son bilan. On avait le sentiment qu'avec ce dossier-là, il lançait un peu plus sa campagne et puis qu'il y a un petit parasitage avec le livre de Fabrice Lhomme et Gérard Davet. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, vous nous dites ça avec le sourire. On va y revenir. François-Xavier Bourmeau, bonsoir. Vous suivez l'Élysée depuis 2012 pour votre journal, Le Figaro. Et donc, la chronique du quinquennat, vous l'avez suivi aussi. Vous allez nous dire ce que ça représente pour vous, ce livre. Voilà, tout simplement. On va commencer peut-être avec Gérard Davet, évidemment, co-auteur de l'ouvrage. L'exégèse, d'abord, Gérard Davet. Comment ça naît, ce livre ? Ça naît en 2011, en fait. On venait de publier avec Fabrice Lhomme le livre Sarkomatoué, qui était, grosso modo, le récit du quinquennat de Nicolas Sarkozy, vu du côté autoritaire des choses. Et on s'était dit que si François Hollande, il n'était pas encore désigné candidat socialiste pour l'élection présidentielle, venait à être élu, on serait intéressé, journalistiquement parlant, à raconter justement l'accession au pouvoir de cet homme-là, qui n'était pas forcément préparé à ça, et qui se prétendait comme étant l'antithèse du quinquennat sarkozyste. Est-ce qu'il tiendrait parole? Donc c'est né comme ça, on a été le voir, on lui a présenté notre projet, il a dit OK, et donc on a... Et après ça a suivi. Et on a enchaîné. C'est parce que vous aviez écrit un livre qui n'était pas très favorable à Nicolas Sarkozy qui vous a fait confiance à ce point? J'imagine que ça a dû jouer un rôle, mais dans notre esprit, c'était surtout le côté journalistique qui nous intéressait. Parce qu'il vous parle d'une manière absolument incroyable, c'est-à-dire c'est sans filtre. N'importe quel journaliste politique, et vous n'en êtes pas un, justement, ça a peut-être joué, mais n'importe quel journaliste politique rêverait d'avoir le quart du tiers d'une des confidences qu'il vous fait. Oui, mais ce qu'il faut bien voir, c'est sur une centaine d'heures d'entretien, voire un peu plus, on a utilisé même pas le tiers ou la moitié. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas intéressants dans ces discussions, ou en tout cas qui sont très langue de bois, comme on dit souvent. Et donc, on a évidemment pris ce qui nous intéressait le plus. Donc, c'est l'intérêt de l'avoir vu souvent et longtemps. Ça nous a aidés. Combien de fois vous l'avez vu? 61 fois. Sur le quinquennat, 61 fois. Sur le quinquennat et même avant le quinquennat. C'est étonnant, il a le temps de voir des journalistes 61 fois sur le quinquennat pour raconter lui-même son quinquennat. Oui, parce qu'il n'a pas vu que nous, il a vu des confrères à nous, il en voit beaucoup, il en voit souvent, il en voit tout le temps. Ça vous a pas surpris qu'il soit aussi disponible pour vous? Il n'était pas tout le temps disponible. C'est-à-dire que nous, si on résume bien, sur 5 ans, on l'a vu une fois par mois, grosso modo. Et c'est pas si énorme que ça pour un livre qui est censé raconter son quinquennat. Jean-Pierre Elkabbach, à l'époque, quand il a eu Mitterrand, il l'a vu très très souvent aussi dans mes souvenirs. Et par ailleurs, ça n'a jamais été facile. C'est-à-dire qu'on a dû insister très souvent, très longtemps, pour le voir régulièrement. C'est des périodes qui étaient extrêmement tendues pour lui. Certains y voient aujourd'hui une opération de communication, évidemment. François Hollande, c'est pas un nouveau-né en politique. S'il fait ça, c'est qu'il se dit qu'il va avoir un intérêt à le faire. Vous avez le sentiment d'avoir servi ce coup de communication personnel? On est tout le temps dans un coup de communication quand un président, un homme politique reçoit un journaliste. Le tout, c'est un, de le savoir, deux, de savoir faire son métier. Et en l'occurrence, on le fait tous très correctement à cette table, je pense. Et l'idée, c'est justement de sortir de cette communication. Et quand on lit le livre, et il faut le lire, les 662 pages, à l'arrivée, on se dit concrètement que ce n'est pas un coup de com' ni une opération de communication. Alors, on ne va pas avoir le temps de raconter tout ce qui est à l'intérieur, mais j'ai fait quelques sélections et effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Un mot peut-être général d'abord, Carole Barjon, sur ce coup de communication de François Hollande. On peut imaginer que lui, il l'a fait comme ça. Est-ce que c'est réussi ou est-ce que c'est vraiment risqué, voire raté pour lui? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est très étonnant, si vous voulez, c'est que il nous accorde, le président de la République nous accorde une interview à l'Obs qui sort donc demain. On va avoir la couve. Également, la décision a été prise il y a une dizaine de jours à peu près, et je pense que l'Élysée connaissait parfaitement la date de sortie du livre de Gérard Davet. C'est le cas, Gérard Davet, il connaissait la date de sortie? Oui, bien sûr, tout est annoncé, tout est transparent. Donc ça a désespéré peut-être aussi, quelque part. Voilà. Donc c'est bizarre. Si vous voulez, là, il accorde une interview à l'Obs pour dire en gros qu'il est candidat. Enfin, entre les lignes, c'est ce qu'on comprend. Le titre, c'est ça, c'est « Je suis prêt », quoi. Il dit « Je suis prêt à affronter les défis ». Je suis prêt à défendre mon bilan. À défendre mon bilan, faire l'inventaire de mon quinquennat et au fond, à mener le combat. Donc vous vous dites, bon, ça y est, il lance sa campagne, il le fait chez nous. Et donc, il lance sa campagne. Il s'adresse à la gauche d'abord, parce qu'il sait qu'il y a un procès en trahison qui lui est fait à gauche. Et il dit d'ailleurs qu'il n'accepte pas ce procès en trahison.
il défend son bilan, il dit qu'il est toujours de gauche, qu'il est de gauche, que sa politique est de gauche. Il rappelle les lois. Que c'est un quinquennat de gauche, voilà. Et donc, au fond, il s'adresse à son camp. Bon. Et donc, Ce quand qui, vous on le lisez sait, est toujours la première étape pour un candidat. Absolument. C'est de commencer par rassembler. Et donc là, pour revenir au livre, quand on voit ce qui est dit dedans, finalement, c'est très contre-productif avec cette opération qu'il fait là, c'est ça? Disons que c'est assez contradictoire. D'abord, c'est pas du tout, si vous voulez, le même langage. Là, on a affaire à une communication maîtrisée, à quelqu'un qui veut, au fond, occuper le terrain. Très certainement parce qu'il s'est rendu compte que le premier tour de la primaire à droite, pardon, en tout cas le second tour de la primaire à droite, c'est-à-dire quand même le 27 novembre, à moins que quelqu'un soit qualifié dès le premier tour, eh bien, au fond, on aura presque le premier tour de l'élection présidentielle qui sera joué, puisque dans tous les sondages, on pense que la gauche risque d'être éliminée et que celui qui sortira vainqueur de la primaire à droite sera probablement le prochain président de la République. Et donc François Hollande était au fond prisonnier, si vous voulez, de l'engagement qu'il avait pris par rapport à son annonce de candidature, puisqu'il avait donné le mois de décembre. Et il s'aperçoit qu'il faut accélérer. Donc, il accélère chez vous et visiblement, ça ne se passe pas exactement comme il aurait pu peut-être le prévoir. François-Xavier Bourmeau, qu'est-ce que cette avalanche-là de révélations dans ce livre et la manière qu'il a eu finalement de se livrer totalement à deux journalistes, votre analyse là-dessus? Déjà, au Figaro, c'est une grande frustration parce qu'on a très peu l'occasion de voir François Hollande depuis le début de son quinquennat. On l'a vu une fois, d'ailleurs, c'est signalé dans votre livre au tout début. On l'a vu par hasard. Quand vous entendez 61 fois, vous vous dites... il y a eu du favoritisme. On tombe des nues, on tombe un peu des nues parce que effectivement on peut croiser François Hollande quand on l'accompagne dans ses déplacements officiels ou dans les voyages officiels. 61 entretiens sur un quinquennat, quand on est journaliste politique et qu'on suit François Hollande, il y a un côté stupéfiant. D'autant plus que vous n'êtes pas les seuls à l'avoir vu. Donc déjà oui, au Figaro, on se sent extrêmement frustré. Et au résultat, vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui est totalement immaîtrisé finalement à l'arrivée en termes de résultats. On voit bien, on va en parler, mais il y a des petites mines qui sont en train d'exploser un peu partout ce soir-là. Ouais, l'impression en fait qu'on en a, mais peut-être que vous pourrez dire si je vois juste ou pas, c'est que François Hollande a sans doute voulu écrire la chronique d'un quinquennat flamboyant, d'abord les difficultés et puis comment il affronte l'adversité, comment il met au pas son camp et comment il redresse la France, et qu'en fait son quinquennat ayant dérapé au fil du temps, il se retrouve embragué dans une espèce de course folle où il tient la chronique de sa descente aux enfers quotidienne sans pouvoir. Il est le propre commentateur d'une situation qu'il ne maîtrise pas, c'est ça que vous ressentez. Voilà, qui lui échappe à cause de plusieurs fautes originelles dont on pourrait parler, mais et qu'on voit ressurgir dans les confidences qu'il vous fait. C'est vrai, Gérard Davet, que dans les confidences qu'il vous fait, parce que comme ça s'étale sur quasiment 5 ans, effectivement, il reprend les mêmes thèmes dont il parle parfois à des années d'écart, on peut l'imaginer, et on voit qu'il évolue, qu'il change parfois d'avis, parfois de position, parfois de vocabulaire, et que finalement, il semble être au fil de l'eau, un petit peu, y compris dans les explications qu'il vous donne. Oui, il a un côté surfeur. Je vois une vague et j'en profite pour accélérer. C'est une évidence. Mais à côté de ça, il y a aussi une cohérence malgré tout. Et je m'empresse de préciser, je ne suis pas là pour faire le porte-parole de François Hollande, vraiment pas. Mais il y a une cohérence et on a passé du temps à essayer d'analyser sa pensée et également ses écrits d'avant par rapport à ce qu'il a fait ensuite. Et il y a une cohérence dans, par exemple, la politique de l'offre qu'il mène. C'est quelque chose qu'il annonce depuis longtemps. Quand il parle de l'adversaire et la finance, c'est quelque chose qu'il a pesé. C'est bien la finance, c'est pas l'entreprise, son adversaire. Tout ceci montre qu'il y a une vraie cohérence quelque part. Après, le vrai débat, c'est pas tellement le fait qu'il soit cohérent vis-à-vis de lui-même, c'est surtout que tout ceci a été soigneusement masqué à l'autre gauche. Et c'est ça qui est le malentendu originel. Alors on va prendre ce qu'on appelle ce soir ces mines, justement. Il est revenu sur les sans-dents parce que ça a été un accroc dans son quinquennat. Effectivement, ça l'affichait mal, comme on dit, de parler de sans-dents pour parler des pauvres. Et donc, en fait, il s'explique. Il dit, voilà ce que je lui ai dit à Valérie Trierweiler. Je lui ai dit, je vois des gens qui viennent vers moi dans les manifestations. Ce sont des pauvres, ils sont sans-dents. C'est odieux, c'est une trahison. Là, il parle de Valérie Trierweiler qui a dit ça. C'est une trahison. Quand je dis que j'aime les gens et c'est vrai. Et qu'est-ce qu'elle fait, Valérie Trierweiler? Eh bien, elle voit ça, effectivement. Elle commence à voir les extraits de votre livre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle tweet. Regardez ce qu'elle dit. Elle tweet.
un texto qui a été envoyé par François Hollande le 31 mai 2008 à 12h39. Voilà ce qu'il lui disait François Hollande à Valérie Trierweiler. Je suis avec ma copine Bernadette dans une grande manifestation dans son canton. Je lui ai fait un numéro de charme, mais tu ne dois pas t'inquiéter. Dans son discours, elle a fait un lapsus formidable, rire général, même chez les sans-dents. Voilà, c'est pas en 2008, c'est bien en 2005. Non, elle a corrigé en fait. C'était effectivement en 2008. Alors évidemment, quand on voit tomber ce tweet, qu'est-ce qui se passe? Le porte-parole du gouvernement, il est en train de faire son point presse, justement hebdomadaire. Regardez ce qui se passe, c'était quand même assez surréaliste. C'est quoi ce tweet? Il faut commencer par celui du bas. Ah oui, parce qu'en plus, il y en a plusieurs. Ouais, d'accord. Bon, avec ça, je laisse les Français faire leur jugement. Chacun pourra en faire l'exégèse quand il veut, hein, mais moi, franchement, ce que vous me montrez là, plutôt, je comprends, manière d'alimenter le débat. Pour le moins, ça va alimenter les débats. Vous aviez jamais vu ça, Carole Bergeon? Ah non, mais c'est terrible. C'est incroyable. C'est terrible. Le porte-parole du gouvernement qui apprend l'information comme ça en direct et qui manifestement ne sait pas quoi dire. Et il a eu d'ailleurs d'autres soucis, Stéphane Le Foll, puisque dans votre livre, François Hollande dit à un moment que de toute façon, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne verra pas le jour. Et Stéphane Le Foll, dans son point de presse, est obligé là aussi de corriger et de dire non, pas du tout. Ce propos n'est plus d'actualité, puisque entre-temps, comme on sait, il y a eu un référendum au sujet de cet aéroport. Enfin, et tout est comme ça. Oui, cette scène avec Stéphane Le Foll, elle est assez farce et grotesque en fait, mais ça représente un petit peu la réaction des amis, des proches de François Hollande, parce que Stéphane Le Foll est un des proches d'entre ses proches, face à son attitude, c'est-à-dire... Eux-mêmes ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe derrière. Finalement, vous les voyez plus qu'eux, Gérard Davet, c'est presque ça qu'on semble comprendre. Même leurs proches amis, ils les voient moins. Le Foll, je ne suis pas sûr, parce qu'ils sont quand même vraiment très très proches et ils se voient très très souvent. Mais c'est vrai que la réaction que je n'avais pas vue là, de Stéphane Le Foll est assez surprenante, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. C'est même une litote. Mais c'est malheureusement depuis 5 ans, c'est cette chronique-là que vous écrivez au quotidien. C'est cette coronie-là à la fois d'une certaine imprudence, mais également d'une certaine maladresse et d'une communication absolument immaîtrisée, quoi. Carole Bergeon, pardon, vous parliez de cette une justement de l'Obs, où il défend son bilan, un bilan de gauche, dit-il. Et il y a ces petites phrases qu'on retrouve dans votre livre sur l'immigration, sur l'islam, qui peuvent peut-être désarçonner un sympathisant de gauche. Sur l'immigration, par exemple, je pense qu'il y a trop d'arrivées d'immigration qui ne devraient pas être là. Sur l'islam, oui, il y a un problème avec l'islam, parce que l'islam demande des lieux, des reconnaissances. Quand il vous dit ça, Gérard Davet, il sait que ce qu'il est en train de dire est transgressif, j'allais dire, par rapport au discours général de la gauche. Finalement, il est en train de préparer la recomposition politique qu'il appelle aussi de ses voeux d'ailleurs. J'ose l'espérer qu'il le sait, oui, bien sûr, parce que on ne le force pas à parler. Et encore une fois, tout ça est tout à fait transparent et cohérent. On a avec lui 3 enregistreurs branchés sous son nez. Oui, ils ne sont pas cachés dans une veste, c'est ça que vous voulez dire. On est connu comme tel. On est aussi connu pour dire ce qu'on voit et ce qu'on sait. Donc franchement, il n'y a pas d'embuscade en l'occurrence, hein. Donc non, je pense qu'il dit vraiment quelque part ce qu'il pense aussi. Mais du coup, Carole Bergeon... C'est un problème parce que tout de même, il y a aussi par exemple une phrase sur la lâcheté des magistrats. Ah, on va y revenir, attendez. Pardon. Parce que ça c'est quelque chose en soi. On va y revenir. Oui. Mais sur l'islam et sur l'immigration, c'est vrai qu'il n'est pas sur ce train-là dans votre interview à vous. Ah non, mais pas du... Bon, alors il est exact que nous, on lui a posé pas mal de questions sur son bilan économique et social. Il parle aussi beaucoup de la droite, ce qui est intéressant, et c'est la première fois. Et il attaque notamment Alain Juppé. Donc ça, c'est quand même aussi un des événements de cette interview, parce que jusque-là, comme vous le savez, celui que François Hollande essayait même de valoriser, pensait-on, c'était Nicolas Sarkozy, supposé être un adversaire plus facile à battre. Bon, là, il attaque Alain Juppé, et notamment l'identité heureuse d'Alain Juppé. Il explique que ce sont 2 mots très mal choisis, que l'identité, c'est un mauvais mot parce que ça renvoie au passé de la France et qu'il faut plutôt penser à l'avenir, et que heureux c'est mal choisi aussi parce qu'avec Juppé on aura une solidarité malheureuse. Bon, donc nous on a posé des questions là-dessus, mais c'est vrai que pour en venir aux propos sur l'immigration, c'est d'autant plus, je pense, problématique pour François Hollande que c'est un sujet dont il a
du mal à parler publiquement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant sa campagne présidentielle sur France 2, je crois que c'était David Pujadas, avait dû lui poser 3 ou 4 fois la question pour qu'il finisse par répondre. Donc c'est un sujet, on sent, comme toute la gauche, qui embarrasse souvent la gauche, parce que c'est vrai que c'est un sujet très délicat. Et là, c'est vrai que ce qu'il dit... tout d'un coup, c'est une espèce de missile. En quoi. tout cas, c'est nouveau. François-Xavier Bourmeau, il aurait gagné peut-être à être beaucoup plus clair sur ces questions-là aussi publiquement pendant son quinquennat, selon vous, puisqu'il l'assume aujourd'hui. Sur ces questions-là et sur d'autres questions aussi, il fallait être beaucoup plus clair de façon générale, parce que vous le rappeliez, il attaque Alain Juppé dans l'interview à l'Obs, mais François Hollande a toujours pensé qu'il se retrouverait face à Nicolas Sarkozy. Toute sa stratégie était construite contre Sarkozy. Là, Juppé remonte dans les sondages, et donc il se réoriente sur Juppé. Ça souligne autre chose dont j'ai l'impression qu'on retrouve dans votre livre, c'est ce président qui est extrêmement dans la tactique et pas dans la stratégie. C'est-à-dire la tactique, les petits coups au jour le jour, et pas dans la stratégie avec les objectifs à long terme. Là, avec cet exemple sur Sarkozy et Juppé, on est exactement là-dedans. Il change son fusil d'épaule du jour au lendemain, et on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment une grande constance dans le personnage, en tout cas. Vous parliez de la justice, il nous reste 5 minutes, c'est important. 2 hauts magistrats ce soir sont reçus en urgence, les 2 plus hauts magistrats de France, reçus en urgence à l'Élysée pour déminer justement l'une des révélations de votre livre. Ça a eu des effets, il sort que demain, je rappelle quand même. Pour bien comprendre le malaise, voici d'abord ce que disait François Hollande vendredi dernier. C'était devant le congrès de l'Union syndicale des magistrats. C'est pas vieux, vendredi dernier, écoutez ce qu'il dit aux magistrats. Je me suis toujours abstenu de critiquer la justice et d'attaquer les magistrats. Et je vous sais de l'avoir rappelé. J'ai veillé à ce qu'aucune décision d'aucun tribunal ne soit contestée ni même commentée par le pouvoir exécutif. Et la patatras, qu'est-ce qu'il dit dans ce livre à propos de la justice? Une institution de lâcheté. C'est quand même ça, tous ces procureurs, tous ces hauts magistrats. On se planque, on joue les vertueux. On n'aime pas le politique. Il sait à qui il parle, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Vous êtes des chroniqueurs, effectivement, aussi de cette actualité judiciaire. Vous êtes surpris quand il vous dit ça? Vous êtes étonné? Vous tombez de l'armoire? Oui, tomber de l'armoire, non, mais étonné, oui, bien sûr. Parce qu'en plus, vous le rappeliez à l'instant, c'est que cet homme-là n'a jamais mis les mains dans une affaire judiciaire. Il n'aime pas ça, c'est pas sa came, comme on dit de manière vulgaire. Par exemple, dans son quinquennat, je n'ai pas retrouvé la trace d'une quelconque manipulation de la justice dans un sens ou dans l'autre. Eh bien, là, il dit clairement qu'il a un problème avec l'institution en soi. Et à côté de ça, c'est vrai qu'il dit aussi, dans le livre, dans But de souvenirs, il dit aussi qu'il trouve courageux les magistrats qui ont osé mettre sur écoute téléphonique Nicolas Sarkozy. Il dit ça, mais en même temps, il dit sur les géolocalisations de son portable, par exemple, c'est vrai que s'il n'y a rien dans le dossier, c'est choquant. C'est hélas le comportement de la justice, comme s'il défendait finalement Nicolas Sarkozy. Oui, vous lui dites même, pardon, parce que je ne l'ai pas noté, mais je l'ai en mémoire, il me semble, vous me dites si je me trompe, vous lui posez même la question comme une provocation, finalement vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy, sous-entendu c'est une victime du système judiciaire, il vous répond... Sur l'affaire Big Malion. Un président ne devrait pas dire ça, ça devient le titre, un président ne devrait pas dire ça, mais oui, parce que si je le dis publiquement, je me ferai lyncher. Oui, c'est vrai. C'est grave ça. Oui, c'est vrai, mais c'est tout ce que nous souhaitions obtenir, c'est justement qu'ils nous disent concrètement ce qu'ils pensent et pas ce qu'il dit publiquement. Et c'est exactement ce qu'il pense, ce qu'il dit dans le livre. Vraiment. Carole Barjon, ça vous a surpris ça? Oui, parce que a priori François Hollande là effectivement défend plutôt Nicolas Sarkozy. Il va même jusqu'à regretter que les juges l'aient mis en garde à vue, Nicolas Sarkozy, quoi. Non, c'est vrai, il le dit dans le livre. François-Xavier Bourmeau. Oui, non, on a l'impression qu'il est pas à l'aise dans son costume de président, en fait, qu'il est enserré à l'intérieur, on voit sa parole déborde là, pendant tous ces entretiens, que le costume de président de la République, en fait, l'empêche de s'exprimer, d'être tel qu'en lui-même. On va garder la conclusion pour son avenir tel qu'il le voit lui-même. Vous lui avez posé la question, voilà ce qu'il vous dit. Je n'ai pas peur de perdre, je n'aurai pas de frustration, je n'en voudrais pas aux Français, je ne courrai pas non plus le cacheton, sous-entendu, j'irai pas faire des conférences ultra rémunérées comme Nicolas Sarkozy. Votre sentiment, il y va ou il y va pas? Moi, mon sentiment, c'est que depuis le début, il a évidemment anticipé le fait qu'il irait, mais qu'il n'a aucune envie d'être humilié. Donc, si jamais il s'aperçoit qu'il ne dépassera pas un score juste honorable et que quelqu'un d'autre à gauche est mieux placé que lui, pas Macron, quelqu'un d'autre à gauche, donc je pense plutôt à Valls, est mieux placé que lui, il laissera sa place. Mais il fera tout pour ne pas laisser sa place. Donc quand il dit j'ai pas peur de perdre, vous y croyez moyennement, si je comprends bien, Carole Barjon.
Moi, je crois que les hommes qui sont parvenus au sommet de l'État comme ça, ce sont des gens qui pensent toujours qu'un combat perdu, c'est un combat qui n'a pas été mené. Et donc, il faut d'abord qu'ils le mènent pour savoir s'ils vont gagner ou perdre. François-Xavier Bourmeau. Oui, c'est difficile à envisager qu'il renonce, parce qu'en fait, à partir du moment où François Hollande explique je ne me représente pas, les conditions ne sont pas réunies, il signe l'acte de décès de son quinquennat et il sort de l'histoire par la petite porte. Or, on voit à travers toutes ces déclarations, sa préoccupation principale, c'est de laisser une trace, comme il dit. Et la trace qu'il laisserait en renonçant, ce serait la pire de toutes. Mais avec ce livre, est-ce que ça pourrait être une pierre supplémentaire pour qu'il puisse renoncer? Quand on voit que les magistrats sont en train de discuter avec lui, là, ils y sont toujours à 9h30. Quand on voit tout ce qui est en train de se passer, est-ce qu'il ne se complique pas franchement la tâche quand même là? Il y a déjà beaucoup de pierres qui pourraient le pousser à renoncer, ne serait-ce que sa popularité. Puis sans parler du Parti Socialiste aussi, parce que oui. dans ce livre, il dit aussi il faut faire l'acte de liquidation du Parti Socialiste. Ouais. Je ne suis pas sûr que les militants vont l'apprécier, ça. C'est clair. On a entendu Jean-Christophe Cambadélis qui a... Allez, on va pas dire de la langue de bois, mais enfin, on n'en était pas loin. Il veut comme il le dit dans l'Obs, il veut quand même mener le combat. C'est ce qu'il dit, effectivement. J'ai une toute dernière question et ce sera votre conclusion, Gérard Davet. Est-ce qu'il y a des choses dans ce livre que vous n'avez pas dites sur les 61 rendez-vous et qui auraient pu peut-être... Oui, c'est quelque chose qui vous vient en tête comme ça? Il y a une centaine d'heures d'enregistrement et on en a peut-être utilisé même pas la moitié. Donc oui, il y a des choses qui n'ont pas été écrites. Oui, parce que vous auriez rajouté avec le recul, vous avez dit c'est dommage quand même. Il y a déjà 662 pages. On a mis tout ce qu'on pensait vraiment devoir être là, quoi. Merci à vous, ça paraît demain chez Stock. Merci à vous d'avoir participé à ce décryptage ce soir. Voilà, c'est un livre politique événement, vous l'avez compris. On en reparlera à suivre le journal. À tout de suite. Du président, un ovni pas vraiment sur la forme mais sur le contenu des réponses que le président offre aux auteurs. C'est une mine d'infos mais aussi potentiellement un champ de mine pour le président tant il semble parler sans filtre. On va en débattre avec nos invités. Gérard Davet, bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde et co-auteur de cet ouvrage avec Fabrice Lhomme. Un président ne devrait pas dire ça. Ça paraît demain chez Stock, les secrets d'un quinquennat. Carole Barjon, bonsoir, de l'Obs, co-auteur de ces entretiens, apparaît d'ailleurs demain dans l'Obs aussi. On va voir n'importe quel journaliste politique rêverait d'avoir le quart du tiers d'une des confidences qu'il vous fait. Oui, mais ce qu'il faut bien voir, c'est sur une centaine d'heures d'entretien, voire un peu plus, on a utilisé même pas le tiers ou la moitié. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas intéressants dans ces discussions, ou en tout cas qui sont très langue de bois, comme on dit souvent. Et donc, on a évidemment pris ce qui nous intéressait le plus. Donc, c'est l'intérêt de l'avoir vu souvent et longtemps. Ça nous a aidés. Combien de fois? Une de l'Obs de demain où le chef de l'État se dit prêt à défendre son bilan. On avait le sentiment qu'avec ce dossier-là, il lançait un peu plus sa campagne et puis qu'il y a un petit parasitage avec le livre de Fabrice Lhomme et Gérard Davet. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, vous nous dites ça avec le sourire. On va y revenir. François-Xavier Bourmeau, bonsoir. Vous suivez l'Élysée depuis 2012 pour votre journal, Le Figaro. Et donc, la chronique du quinquennat, vous l'avez suivi aussi. Vous allez nous dire ce que ça représente pour vous, ce livre. Voilà, tout simplement. On va commencer peut-être avec Gérard Davet, évidemment, co-auteur de l'ouvrage. L'exégèse, d'abord, Gérard Davet. Comment ça naît? Il n'était pas forcément préparé à ça. Et qui se présentait comme étant l'antithèse du quinquennat sarkozyste. Est-ce qu'il tiendrait parole? Donc c'est né comme ça. On a été le voir, on lui a présenté notre projet. Il a dit OK et donc on a. Et après ça a suivi. Et on a enchaîné. C'est parce que vous aviez écrit un livre qui n'était pas très favorable à Nicolas Sarkozy qui vous a fait confiance à ce point? J'imagine que ça a dû jouer un rôle, mais dans notre esprit, c'était surtout le côté journalistique qui nous intéressait. Bien sûr. Parce qu'il vous parle d'une manière absolument incroyable, c'est-à-dire c'est sans filtre. N'importe quel journaliste politique et vous n'en êtes pas un, justement, ça a peut-être joué, mais ce livre. Ça naît en 2011 en fait. On venait de publier avec Fabrice Lhomme le livre Sarko m'a tué, qui était grosso modo le récit du quinquennat de Nicolas Sarkozy vu du côté autoritaire des choses. Et on s'était dit que si François Hollande, il n'était pas encore désigné candidat socialiste pour l'élection présidentielle, venait à être élu, on serait intéressé, journalistiquement parlant, à raconter justement l'accession au pouvoir de cet homme-là,